Bonjour Steve Foulagadé. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bien. Tu as une belle chemise. Merci, je l'ai fait Colorée. exprès de la mettre. Pourquoi? Parce que c'est la chemise que je porte sur la couverture d'un livre qui a défrayé la chronique au pays. Oui. Dialogue entre un afro-descendant et un béquet. Dialogue improbable. Exact, exact. Tu t'attendais à l'accueil. Non, mais on va y revenir. Je veux que tu te présentes d'abord. Je ne vais D'accord. pas déroger à la règle. Est-ce que tu Si peux je te devais me présenter? présenter, je dirais que je m'appelle Steve Gadette, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié depuis environ 15 ans et je vis en Martinique depuis une dizaine d'années. Pour payer mes factures, je travaille à l'université où j'enseigne l'histoire des États-Unis. Et puis à côté de ça, j'ai une autre vie où je fais d'autres choses, quoi. La nuit. La nuit, C'est quoi? l'après-midi. C'est quoi? C'est Fola du coup? C'est Fola qui a une autre vie? C'est Fola qui, ouais, parfois c'est Fola qui a une autre vie, ou simplement c'est Steve Gadette, mais qui n'est pas prisonnier de sa vie à la faculté, qui fait autre chose, qui par exemple fait du bénévolat dans les prisons ou dans les écoles, qui fait de la musique, Fola, le rappeur, qui aime beaucoup le rap, qui fait de la musique aussi. Il y a aussi le Steve qui est avec sa famille ou avec ses amis. J'aime beaucoup écrire aussi. J'écris beaucoup. Tu as écrit une vingtaine de livres? Ouais, petite vingtaine. Mais comme je te disais, il y en a qui ne sont pas bons, donc je vais compter aller. Environ 15. Mais alors, l'écriture, pourquoi l'écriture d'ailleurs? L'écriture m'a rejoint toute seule, ça m'est venu comme ça. D'abord, j'écrivais des lettres à mes amis ou parfois à mes amoureuses. Et ensuite, Tes amoureux, tu en as eu des tonnes. j'en ai eu quelques-unes. J'étais timide. C'est bien. Et donc, en écrivant, surtout quand je suis arrivé à la fac, j'ai commencé à écrire mes idées, mes pensées. On nous a demandé de faire ça. Et puis, ce virus-là a fait que m'attraper. À un moment donné, j'étais au chômage et j'ai commencé à écrire de la fiction. Et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, le lectorat que ça m'a donné. Et j'ai continué à suivre, à dérouler cette pelote-là. Quand j'avais une idée de livre, fiction ou juste essai, je la mettais en branle et ça a donné ce que ça a donné. Et tu es un gros lecteur aussi. Oui, Un lecteur compulsif, un lecteur ou bien un lecteur intéressé par certains types de littérature ou de livres. j'aime beaucoup le réel, j'aime beaucoup les autobiographies, les livres d'histoire. J'aime aussi la poésie depuis quelque temps. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu lis comme poésie ces jours-ci? Là, pour l'instant, j'ai un recueil de poésie africaine. Ah ouais. Ouais, avec 6 grands poètes africains que j'ai récupérés au Sénégal. Donc voilà, je vais me pencher dessus. Mais c'est vrai que je lis beaucoup parce que les livres sont des amis pour moi. J'ai passé beaucoup de temps seul et les livres sont devenus mes amis. Donc j'ai besoin d'en avoir autour de moi. Ils m'aident à mieux vivre. Tu as vécu en Guadeloupe, Oui, pendant très longtemps. mais tu es né à Villiers-le-Bel. Exact. C'est la ville de Lino et Calbo, arsenic. Yeah, absolument. C'est du rap. T'as des références, Tu hein? es tombé dedans dans le rap là ou non? Ça, tu es né là, donc après. Je suis juste né là. Et tu es parti très tôt? Je suis parti, je devais avoir 2-3 ans. D'accord. Mes amis maintenant, mes parents faisaient partie de cette diaspora antillaise qui, dans les années 70-80, est partie travailler. Et donc, je suis né là-bas. Mais quand j'avais 2 ou 3 ans, mes parents m'ont renvoyé au pays, en Guadeloupe. J'ai passé peut-être 1 an chez mes grands-parents. Ensuite, eux, ils sont rentrés au pays et j'ai grandi en Guadeloupe. Est-ce que tu te définis, donc tu te définis par ton origine? Parce que tu as dit autre chose, hein. Tu as dit je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'aime la littérature. Tu n'as pas dit je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, tu n'as pas dit ça. Non, si je devais me présenter... Ton origine géographique ou tes racines, disons, tes racines familiales ne sont pas premières à te définir. Non, elles sont importantes. C'est peut-être juste dans le flot de la conversation que j'ai dit les choses dans cet ordre-là. Elles sont importantes, mais j'essaie d'avoir un rapport serein avec tout ça. Si je devais définir un peu mes origines ethniques, je dirais c'est vrai que je suis guadeloupéen, je suis français aussi, je suis martiniquais aussi. Il y a, et bien sûr, afro-descendant. Il y a tout ça qu'on met dans le bol de mon identité. J'en rejette aucune, je prends le tout, quoi. Et à quel moment tu t'es aussi intéressé aux États-Unis? Et pourquoi, d'ailleurs? Les États-Unis sont arrivés avec les années 90 où j'aime toujours le basket, le rap. Donc tout ça, c'est des univers qui vous attirent vers les Américains, hein. Donc pendant un temps, j'étais très dans l'admiration. J'ai commencé à faire les études d'anglais. Et puis petit à petit, j'ai pris une petite distance critique. Je suis moins dans l'admiration, hein, de ce pays et de ces gens. Mais voilà, une distance raisonnable qui me permet d'enseigner ça. Et puis parfois prendre ce qui est bon pour pouvoir faire des choses que j'ai à faire au pays. Est-ce que les Américains sont plus libres que les Français ou les Martiniquais, Guadeloupéens? Ça dépend sur quelles questions. Sur des questions, ils sont très fermés. Et sur d'autres, oui, un petit peu plus ouverts. Ça dépend des thématiques qu'on va prendre, je dirais. Mais en tout cas, il y a une chose que j'apprécie, c'est le just do it. C'est cette notion de pragmatisme à l'américaine. Faire les choses, même si on se trompe, même si ce n'est pas super au départ, mais rassembler pour faire. J'ai l'impression que dans nos territoires francophones, on est souvent dans le raisonnement
dans la théorie. On est souvent en train de préparer, de planifier avant de... Ce qui n'est pas mauvais, hein, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un meilleur équilibre entre action et réflexion. D'accord. En tout cas, toi, tu passes à l'acte. Donc, tu as mis cette belle chemise et qui est très jolie, avec toutes ces formes différentes, mais qui forment une harmonie finalement, et que tu portes effectivement sur la couverture de Dialogue improbable, qui est cette conversation en plusieurs jours. Je crois qu'il y a 7 jours, il me semble, Exact. avec Emmanuel de Rênal. Où donc c'est un béquet, en fait, on va dire, voilà. Et toi, donc tu es un afrodescendant, tel que tu te définis, et vous vous êtes rencontrés, vous avez parlé. Ce livre, effectivement, c'est sans filtre, hein, les conversations successives que vous avez eues sur des thématiques très diverses, en fait. Vous apprenez à vous connaître. En fait, ce livre a été diversement reçu, Exact. et parfois très durement. Exact. Comme si, en fait, peut-être tu n'avais pas le droit, de parler avec un béquet, c'était ça? Par rapport à qui je suis, les milieux militants que j'ai beaucoup fréquentés, que je fréquente encore, m'ont reproché ça. Mais ce livre est né parce que j'ai décidé d'obéir au réel. Emmanuel a publié des choses que j'ai lues attentivement et que j'ai Ubuntu, critiquées. notamment. Exactement. Il a publié Ubuntu que j'ai lu attentivement de la première à la dernière page et que j'ai critiqué. J'ai aimé le geste d'écrire, de ne pas rester dans le silence. Ça, vraiment, je l'ai applaudi pour ça. Par contre, ce qu'il disait à la fin du livre, ça m'a moins plu. Donc, je l'ai fait savoir aussi sur les réseaux et dans ma chronique littéraire. Il se trouve qu'Emmanuel a donné une interview dans un magazine au pays, une interview fleuve, que j'ai lu aussi de A à Z. Il y a des choses que j'ai appréciées et d'autres que je n'ai pas appréciées. Donc, j'ai fait une réponse, j'ai rédigé une réponse au journal qu'il a publié. Donc, Emmanuel a eu vent un peu de ce que je disais sur lui, il a lu, et il a trouvé ça pertinent. Il m'a envoyé un message sur Facebook, il me demandait à me rencontrer. Il m'a dit, texto, ce que vous écrivez effectivement sur moi, ça ne m'épargne pas, mais je trouve que c'est pertinent. J'aurais aimé vous rencontrer. Il m'a posé devant une colle, parce que je ne pensais pas qu'il était comme ça. Et ça a été facile pour toi de dire oui? Non. C'était dur parce que tu t'es senti aussi peut-être obligé par finalement tes engagements activistes aussi. Je me suis d'abord méfié. Oui. Je me suis demandé, mais ah bon? Ça m'a étonné qu'il soit aussi ouvert à ce point, aussi humble, qu'il puisse s'approcher connaissant mon activité, et parce que je prenais la parole régulièrement sur plusieurs choses. Oui. Et notamment les RVN, ce qu'on appelle les RVN. Absolument. Voilà, sur certaines manifestations, j'y étais. Donc ça m'a juste surpris au départ, je me suis méfié, donc je l'ai laissé. Je ne lui ai pas répondu. Tu ne voulais pas non plus peut-être être instrumentalisé aussi? Je me suis méfié. Je n'ai pas pensé à tout ça, mais je me suis juste méfié. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai laissé. Pendant 2-3 semaines, je n'ai pas répondu. Et ensuite, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. J'en ai parlé un peu avec mes proches, je dis, il veut me rencontrer. Bon, il faut que j'aille au bout de ma démarche. On a eu une bataille des idées. Là, maintenant, il veut rencontrer la personne derrière les idées. Ça ne coûte rien. Donc, par contre, j'ai mis une condition, que je ne vais pas là où il est. Je veux qu'il vienne dans mon quartier pour voir un peu qu'est-ce qu'il avait dans le ventre, quoi. Et il est venu comme un homme tout seul. Et il m'a dit qu'il avait des appréhensions parce que j'étais un activiste, j'avais beaucoup parlé, il avait des appréhensions, mais il a dépassé ça et il est venu à ma rencontre comme un homme. Et moi, je suis obligé de reconnaître ce geste. Donc, j'ai pris le temps de m'asseoir avec lui, même si on était gênés au départ. Je lui parle, mais je réfléchis beaucoup dans ma tête à qui est à côté de moi. Je vois l'histoire devant moi. J'ai écrit un livre dur sur la communauté béquée et l'économie du pays. Et j'ai cette réalité devant moi. Donc, on arrive à se placer 2 mots, à se parler. Ça va, ça passe plus ou moins la première fois. On se pose des questions, quoi. Et puis, à la fin, on se tutoie et il me propose est-ce qu'on peut se revoir peut-être une autre fois, qu'on puisse continuer cette conversation. Ben, j'ai obéi au réel, j'ai accepté, je me suis dit, pourquoi pas. Et de là, on a commencé à discuter, à échanger. Et je me suis dit, en fait. D'homme à homme. tout seul. D'humain à humain, en fait. Yeah, man, tout seul. Et donc, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passait. Et moi, ce que je voulais que les gens soient témoins de ce que je lui disais et de ce qu'il me disait. Donc, on a décidé d'enregistrer ça. J'avais le sentiment que quelque chose d'historique se passait. Et je voulais que les gens soient témoins de ça. Je savais que ce livre allait faire du bruit. Je savais qu'il allait me faire perdre quelques relations. C'est le cas. Mais, oui, absolument. Mais je n'ai pas voulu que la peur de tout ça ait le dernier mot. Tu regrettes? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a donné... Je suis content de cultiver ma liberté d'esprit. Est-ce que c'est facile aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux? Parce que toi, tu es libre. Toi, tu es libre et tu affirmes ça. Tu t'intéresses aux États-Unis, tu es né à Villiers-le-Bel, tu es parti en Guadeloupe. J'imagine que tu es ouvert sur le monde. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit d'être aussi libre? Notamment sur un sujet qui est promu comme une espèce de chose indépassable de notre réel, parce qu'on parle du passé, mais de notre réel. On est d'accord, on est d'accord. J'ai l'impression que la liberté est toujours en jeu, mais on voit ce qu'elle vaut quand on l'exerce. Oui.
Et moi, je veux continuellement continuer à l'exercer tant que ça ne m'a pas amené en prison, pas bon pour calotte, pour rien. Donc, je ne veux pas que la peur ait le dernier mot sur ces choses, Oui. sachant que je ne fais rien de mal. Non. J'exprime Mais des c'est idées, je extrêmement discute courageux avec ce que tu as quelqu'un. fait. Parce que finalement, tu es allé au-delà de tes préjugés, parce que tu en avais. Oui, ah oui. Ah oui, Voilà, j'en avais, je les connaissais que des livres, Oui. de ce que j'avais entendu, est-ce que je les voyais au loin. Mais est-ce que ça a changé finalement ta vision des béquets? Parce que tu as eu affaire à un homme, Emmanuel de Rênal, avec qui, j'imagine, aujourd'hui tu continues à converser. Mais est-ce que ça a changé ta vision des béquets? Ou ou alors est-ce que ça t'a amené à te dire qu'on ne peut pas avoir une vision des béquets? Ah, tu vois, oui, exactement, c'est ça, j'allais en venir. J'allais te dire que ça m'a donné plus de nuances. Oui. La mentalité, à mon avis, existe, Oui. la communauté existe. Oui. Il peut y avoir des éléments qui sont justement, qui sortent des normes et de la mentalité dominante, on va dire, mais j'ai compris qu'il y a de la variété, de la diversité d'opinions et de visions du pays dans cette communauté. Mais tu parles aussi quand même, tu as une analyse systémique, tu le renvoies à cela d'ailleurs dans vos conversations, ah oui. que lui n'a pas forcément au début. Non, j'explique à Emmanuel que lui peut être un homme sympathique, mais ça n'enlève pas le système, la communauté qui existe et comment dire, les privilèges qui vont avec et comment est-ce qu'elle s'est maintenue, etc. etc. Et lui, il a compris ce distinguo que je faisais. Moi, je veux être, si tu veux, dur avec les systèmes, mais bienveillant avec les êtres humains, sans perdre de vue que derrière les êtres humains, il y a des systèmes. Et Emmanuel a compris ça et moi aussi, ça m'a un peu sorti de mon côté un peu, on va dire, peut-être trop radical sur certaines questions. Mais ceux qui t'ont conspué n'ont pas vu ça. Non, non, parce que je crois qu'on a touché un bobo. Oui. Parce que quand on parle des personnes béquées ici, ça renvoie à plein de choses. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, je n'ai pas grandi en me disant, par exemple, le travail du béquet ou la banane du béquet. Je n'ai jamais pensé comme ça. C'est fondamental. Ouais, la différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Le béquet n'est pas dans ma tête, là, à me dire c'est de sa faute de tout, quoi. Par contre, je suis conscient qu'on est dans un système socio-économique qui a une histoire. Donc là, ça m'a donné un petit peu plus de nuances et sachant qu'il y a divers points, diverses opinions dans cette communauté. Mais je ne suis pas naïf. Il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne chose, mais il y a des gens qui sont pour le statu quo, hein, que ce soit chez les béquets ou chez les afro-descendants ou les autres personnes. Oui, moi, je ne suis pas pour le statu quo. En tant qu'être humain, je ne suis pas pour le statu quo. Ça demande des risques, ça demande de prendre des risques, mais je veux prendre ces risques et mettre mes pieds dedans. En tout cas, tu l'as fait, là. Oui. Et j'en suis pas mort. Oui, non. J'en suis pas mort et je continue à faire d'autres projets qui me tiennent à cœur. Et on apprécie cette liberté-là. Et alors, cette liberté-là, tu l'exprimes notamment avec ta maison d'édition que tu as créée originellement pour pouvoir te publier. Et là, tu édites ton premier auteur, en fait. Ta maison d'édition, c'est Café Noir Édition. Et tu parles de Binaël. Exact, c'est ça. Et Binaël, raconte-nous Binaël, s'il te plaît. Bon, Binaël, c'est un ami à moi que j'ai rencontré il y a de cela 20 ans. Nous étions deux jeunes Guadeloupéens ici. Lui, il vivait sa vie. Moi, j'étais venu pour mes études. Entre-temps, il a eu des problèmes avec la justice. Il a été en prison, il a été incarcéré à Ducos. J'ai continué à garder le contact avec lui. Ensuite, il est parti en France et là, j'ai perdu le contact avec lui. Et il y a de cela 2-3 ans, une amie en commun nous a remis en contact. Elle m'a dit dans quelle prison il était incarcéré. Je me suis rendu compte qu'il était encore en prison. Moi, je m'étais marié, j'avais eu 3 enfants, j'avais commencé à travailler et mon ami était encore en prison. Ça a été un choc pour moi. Donc, on a recommencé à échanger, à prendre contact. J'ai su où il était. Et de fil en aiguille, j'ai su qu'il écrivait. Donc, je l'ai encouragé à faire ça. Et comme moi, quand j'avais 19-20 ans, j'ai beaucoup lu des personnes incarcérées. Des Américains qui étaient incarcérés, qui ont écrit des livres et qui m'ont politisé. Donc, je sais qu'on peut écrire en prison. Et donc, quand je lui ai proposé ça à Binaël, il a accepté. Et puis, pendant le long mois, il a écrit ce livre, son autobiographie, pour raconter son histoire de façon vraiment... on a vécu des choses de dingue, quoi. Mais finalement, on est arrivé et j'en suis très content parce qu'avec cette maison, je ne voulais pas seulement me publier, je voulais aussi faire entendre des voix marginales, d'autres voix. Et c'est ça qui m'intéresse, faire que des mondes différents se rencontrer. C'est ce que j'ai fait avec Emmanuel. Et là, avec Billy, c'est le monde carcéral qui va à la rencontre du monde sociétal, les gens qui sont hors de prison, quoi. Ça m'intéresse. Et donc, le livre est sorti? Tout à fait. Il est sorti le 29 septembre. Binaël est très content. Et il sort quand de prison? Bonne question. Dans 3 ans, il sera capable de demander une sortie sous condition. Mais si ça ne fonctionne pas, il en a encore pour 8 ans. C'est un garçon qui a connu la prison depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire en tant que mineur. Et il a eu plusieurs affaires cumulées qui ont fait qu'il a eu une longue peine. C'est un détenu de longue peine. D'accord. Ouais. La suite pour toi, c'est quoi? La suite pour moi, c'est... écoute,
continuer à travailler, continuer à vivre bien avec ma famille, continuer à publier de bons bouquins et continuer à donner forme à mes idées. Ça va être ça. Ouais. Le mot de la fin, ce serait quoi, Steve? Le mot de la fin, ce serait quoi? Est-ce qu'on t'appelle Steve Folla? On m'appelle Steve. Certaines personnes m'appellent Folla. D'accord. Steve ou Folla. Non, le mot de la fin, c'est la liberté coûte cher, mais elle vaut le coup. Merci Steve Folla-Gadet. Merci à vous.